On s'en est jamais caché chez GoPirate, on encourage les gens à changer les choses. Il y a un conseil qu'on donne souvent, c'est si tu vas avoir de l'impact, brise une petite règle qui te dérange, propose-en une meilleure, puis regarde bien ce qui se passe. Attention ici, il ne faut pas briser des lois, ni créer du trouble pour le plaisir. L'idée, c'est de démontrer qu'on peut avoir un plus grand impact en trichant un petit peu. Alors aujourd'hui, on va parler de l'art de briser les règles. On va regarder un coup Pirate Canada. GoPirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et un invité mystère sont deux pirates barbus ayant réalisé que la majorité des règles qui gouvernent notre quotidien, qu'elles soient écrites ou non, sont des construits artificiels pour nous garder dociles. Ceci dit, difficile de se démarquer et d'avoir de l'impact si on fait comme tout le monde. Donc parlons un petit peu de ces règles sociales qui ont intérêt à être brisées. À l'abordage. Bon, Maurice est malade. Ses poumons veulent plus de lui. Puis, comme on aime ça briser des règles, on a décidé de ne pas juste annuler encore, hein, puis on a invité un co-animateur, un mystère. Puis, on veut que le show continue. Fait qu'il y a M. Pierre Leblanc, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui est un membre du CA de GoPirate. Donc, c'est un collaborateur un petit peu caché, qui est d'habitude dans les backstage. C'est aussi un entrepreneur en série comme Maurice. Donc, ça me fait plaisir de vous le présenter. Salut, Pierre. Bonjour, Olivier. Ah, que tu as une belle tasse. Je me demande Oui, si tu as pris ça. je me demande. Pierre, tu as peut-être vu, là, très longtemps, hein, genre 2020, début, l'épisode 15 de GoPirate, ça s'appelait Les Petites Rébellions. On racontait un petit peu des histoires des gens qui ont osé essayer de briser un système juste en l'exploitant trop fort ou en mettant de l'avant le ridicule des règles qui sont là pour avoir un impact ou au moins faire comprendre que la règle n'avait pas vraiment de sens. Ça te dit quelque chose? Oui, mais en fait, je te dirais, Olivier, c'est un de mes épisodes préférés. Pour vrai? Ah, tu aurais dit ça à n'importe quel épisode, j'avais mentionné, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est important, ce principe-là de briser des règles qui sont stupides ou qui ne reflètent pas leur propre intention. Je pense que ça fait partie de l'âme d'être pirate. Oui, absolument. Tu sais, une des choses qu'on a en commun, toi, moi, Maurice, beaucoup d'autres pirates aussi, hein, qui sont des patrons, puis des membres de notre BNL, c'est que souvent, on ne trouve pas notre place dans le travail, entre autres parce qu'on trouve que les règles qui sont officieuses, hein, ou officielles, euh, les règles du travail sont farfelues un peu. Hein? Exactement. Il y a comme des fois, c'est social, c'est des Ouais. règles qui ne sont pas nécessairement écrites, mais ça fait partie de la fonction, comment on fonctionne dans nos organisations. Juste l'idée de faire du 9 à 5. Ouais. Bon, on s'est rendu compte avec la pandémie que c'est pas nécessairement quelque chose qui devrait être un absolu. Ouais, c'est ça. Puis qui a décidé ça, 9 à 5? J'aimerais bien ça y Une parler. bonne question. Fait que oui, c'est ça, les règles souvent sont farfelues. Puis comme tu dis, c'est un bon point. Ça ne reflète pas tout le temps l'intention, mais nous, on a juste été habitués à les suivre sans poser de questions. Tu sais? Il y a une chose qui est super importante si on veut briser des règles. OK, il faut faire une grosse différence entre créer du trouble positif, hein, c'est ce qu'on essaie de faire, puis se mettre dans le trouble pour rien. Hein? Parce que, n'empêche, briser des règles, ça peut être risqué dans certains cas. Ben, définitivement, ça peut être dérangeant, effectivement. Il y a des décideurs, des gestionnaires qui peuvent percevoir ça comme une menace. Oui, c'est ça. Donc, on va en parler un petit peu plus loin dans l'épisode, donner des trucs pour garder ça le moins risqué possible. Puis, une dernière affaire que je veux qu'on rende clair avant d'annoncer un petit peu de quoi on va parler, de découper l'épisode, là, hein, Pierre, c'est souvent briser les règles, c'est pas tout le temps prendre quelque chose qui existe puis faire son contraire ou proposer une meilleure version. Des fois, c'est juste oser. Oser faire des choses que les autres n'osent pas. Pourquoi ils n'osent pas? Parce qu'il y a quelque chose, à quelque part dans notre inconscient collectif, qui dit qu'on n'est pas supposé faire ça. Fait que juste oser faire quelque chose que les autres n'osent pas faire, c'est briser une règle de société. Puis des fois, c'est ça qui a le plus d'impact. En fait, ça fait partie de nos valeurs chez GoPirate, hein, être impossible à ignorer. Le seul moyen de faire ça, c'est d'oser quelque chose que les autres ne feront pas. Fait que la fortune sourit aux audacieux.
Exactement. Il faut oser. Puis parfois, même, il faut utiliser le règlement contre lui-même. Ouais, ça, c'est le fun en maudit. On va avoir une couple d'exemples aujourd'hui. Fait que dans le show d'aujourd'hui, chers pirates, on va voir pourquoi c'est important de briser des règles. Hein? On va donner des exemples. On a un paquet d'exemples qu'on est allé s'inspirer de gens qu'on connaît, des gens dans notre réseau, dans notre communauté Discord, qui sont des membres de GoPirates. Puis on va vous donner 4 trucs pour apprendre à briser des règles en toute sécurité puis avoir de l'impact avec ça. Mais avant ça, on va faire une petite pause. Voyons donc, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de GoPirates. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau GoPirates, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton chandail. Hein? Uh-huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique good. Vous pouvez faire ça vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous puissiez l'acheter. Tant et aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. GoPirate.com/shop. Fait que Pierre, avant qu'on donne des exemples de brisage de règles qui sont vérifiables historiquement ou qui nous viennent d'un petit peu partout, j'aimerais ça qu'on parle de pourquoi c'est important de briser les règles, mais surtout pourquoi on n'ose pas les briser. Parce que c'est clair, on peut être ostracisé pour faire des choses différemment. C'est certain. Puis on n'aime pas être ostracisé en tant qu'être humain. Le problème, c'est qu'on n'aime pas non plus être limité dans notre agentivité. Hein? On s'en rend compte bien souvent, plus on mature dans notre carrière, plus on se rend compte que, tabarnouche, je ne peux rien faire de pourquoi on m'a engagé. Il faut que je demande la permission pour faire ma job. C'est pas normal. Non, effectivement. Puis c'est souvent le cas, par exemple, dans notre travail de coaching. Ouais. Des fois, on veut faire évoluer les choses, mais il y a des règles, il y a des politiques en place dans l'organisation qui nous empêchent de faire avancer les choses. Donc, c'est un peu un non-sens parce qu'on nous embauche pour ça, puis après ça, on nous met des bâtons dans les roues. Absolument. En fait, il y a une chose que j'ai compris avec le temps, Pierre, c'est que la majorité des règles, spécialement les règles qui sont, tu sais, quand c'est écrit puis on s'attend à ce qu'elles vivent pour longtemps, là, c'est parce que, tu sais, on n'aime pas ça, passer du temps en plein de managers à déterminer des règles. Fait que quand on le fait, c'est une règle qui est finale. C'est en place, puis tu la suis pour toujours. Mais ce qu'on a appris, spécialement récemment, hein, c'est que les choses changent, puis ils changent vite. Fait que c'est pas long qu'une règle devient obsolète. En fait, où c'est impossible de l'appliquer correctement, ou la raison pour laquelle on veut l'appliquer n'existe même plus. C'est un très bon point. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, les règles, ça ne change pas tout seul. Il y a seulement des humains qui peuvent les mettre en place et qui peuvent les changer. Puis, au fil du temps, des fois, on oublie pourquoi la règle existe et on ne se pose pas la question. Puis, on continue de vivre cette règle-là malgré tout. Mais il y a juste les humains qui peuvent se questionner, qui peuvent remettre en question ces règles et les modifier ou les éliminer. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, Pierre, parce que tu viens de me rappeler, je ne sais pas si tu te souviens, autrefois, j'avais un blog qui est encore disponible, qui s'appelle Primos Populi. Puis, écoute, le sous-titre ou la devise de mon blog, c'est « Le monde du travail ne se changera pas tout seul ». Ouais. C'est ça, hein? Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'une règle magiquement s'adapte à ton contexte. Des fois, il faut que tu forces un peu. Puis, un des bons moyens, c'est de montrer qu'elle est obsolète en proposant une manière de faire qui est meilleure, qui remplit tes objectifs ou qui t'aide à remplir tes objectifs directement. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est bien de montrer qu'une règle ne s'applique pas à tout le monde. Parce que les one size fit none, là, j'en ai un petit peu trop connu dans ma carrière. Hein. On fait une règle pour tout le monde. Il y a 80% des gens qui ne trouvent pas leur compte dans ce règlement-là, mais ça a été fait à cause d'une exception. Hein? Oui, effectivement, ça arrive souvent. Puis, encore une fois, il faut se questionner, il faut remettre en question, challenger ces règles et les changer, simplement. Ouais. Et là, je te propose qu'on commence à aller voir un petit peu dans des exemples qu'on a compilés. Puis, j'aimerais ça commencer avec
celui que tu n'as pas posé en premier parce que je pense que c'est le plus fort, exemple. Par exemple, c'est pas le moins dangereux. Oui, ben tu sais, un exemple, je pense que tout le monde va se souvenir, ou du moins c'est un événement historique, c'est Rosa Parks aux Ouais. États-Unis, une femme noire qui a osé s'asseoir en avant de l'autobus. Donc, à cette époque-là, il y avait encore de la ségrégation et le règlement, c'était que les personnes noires s'assoient en arrière, les blancs s'assoient en avant. Et donc, elle a osé s'asseoir en avant. Ça a fait un scandale, évidemment, mais c'est ce genre d'action-là qui fait qu'on peut avancer nos règles sociales. Ça a créé la discussion, pas facile, mais nécessaire, hein, qui était super importante et qui a fait avancer les causes sociales. Puis ça, je disais, il y en a un paquet qu'on aurait pu nommer, mais celle-là, c'était briser une règle qui était flagrante, en fait, et qui était, comme je disais, c'était dangereux pour elle de faire ça. Mais elle ne l'a pas fait Oui, pour elle, puis pour être plus proche du conducteur, on s'entend. Tu sais, il y avait un message dans ce qu'elle essayait de faire, je pense, là. ben, je pense que c'est aussi une personne un peu rebelle qui voyait bien que cette règle ne fait aucun sens. Et elle n'a pas été la seule par la suite. Puis même, je pense, avant elle, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais ça a été moins publicisé. Mais l'idée, c'est ça, c'est de une personne qui pose une action, ça a un effet domino parfois, puis là, tout le monde se met à constater que la règle est stupide et ben, il y a d'autres personnes qui commencent à la briser aussi. Tu viens de dire quelque chose de super important qui me fait ajouter un exemple live, l'effet domino. Tu as peut-être déjà vu le vidéo, je pense que c'est dans un Oktoberfest en Allemagne, d'un gars qui danse tout seul. Il est probablement sous. OK? Oui, Il danse, puis il est tout seul à danser, puis tout le monde le filme parce qu'il a l'air fou un peu, puis il rit de lui. Mais la minute qu'il y a une seconde personne qui le rejoint dans sa danse un peu ridicule, ça a créé un effet de momentum, hein, un effet d'entraînement, et tous les gens autour ont commencé à danser avec lui. Et est-ce que c'est pas ça, prendre ces risques-là, puis de briser une règle sociale, hein, pour créer un effet d'entraînement? Souvent, c'est ça. En fait, souvent, sans le vouloir, c'est ça que ça crée. C'est pas exactement ça qu'on voulait, hein. oui, exactement. Puis parfois, ça se peut qu'il y a une espèce de vide juridique, on va dire, dans la société. On dit souvent un loophole en anglais, donc un vide juridique qui fait que les décideurs, les politiciens ou les agents de la paix, on va dire, ne savent pas quoi faire et laissent aller. Et bien, ça crée une nouvelle règle de société. Et puis, un bon exemple de ça, je dirais, c'est peut-être la chute du mur de Berlin. Hum. La chute du mur de Berlin, à un moment donné, les soldats qui gardaient ce mur-là, ben, se sont mis à laisser passer des gens qui, normalement, ils les auraient arrêtés. Mais là, il y a eu comme un moment où ils ne savaient plus trop quoi faire. Et ben là, ça a fait un effet domino. Puis, ben, le mur a été détruit à ce moment-là. C'est très vrai, très vrai. On parlait d'autobus avec Rosa Parks tantôt. Tu avais proposé une autre anecdote là, reliée à des autobus, des chauffeurs d'autobus cette fois. Oui, en France, ça se passe en France, à Nantes. Donc, en 2017, les chauffeurs d'autobus, donc les chauffeurs de bus en France, durant la canicule, ont demandé à pouvoir porter des Bermudas. Et en fait, le règlement, la tenue vestimentaire ou le code vestimentaire ne permettait pas les Bermudas, mais permettait la jupe. Évidemment, socialement, la jupe, c'est traditionnellement un vêtement pour les femmes. Mais les chauffeurs se sont dit, ben nous, on n'a pas le droit de porter des Bermudas, mais le règlement permet la jupe, on va porter la jupe. C'est ça. Même si Et, le règlement dit qu'on n'a pas le droit, on a chaud quand même. exactement, exactement. Et donc, porter la jupe pour eux est devenu une forme de revendication. Et non seulement ça, ils se sont pris en photo, ils se sont fait interviewer. C'est devenu viral. Donc, ils sont devenus impossibles à ignorer. Et la direction de la Société de transport a changé le règlement pour permettre les Bermudas ou les pantacours, comme Les on a pu les pantacours. entendre. J'aime Oui, au ça. lieu des pantalons,
Les pantacours. Ça, tu vois, c'est un néologisme. Et on va tomber dans ce répertoire-là. Je ne sais pas si tu sais, Pierre, moi, j'ai fait un certificat à l'université en traduction pour le plaisir. Je n'avais rien à faire, là, quelques années. Puis, je suis un grand, grand fan de linguistique pour le plaisir aussi. Fouillez-moi d'où ça vient. Je mange de l'histoire de la langue française au déjeuner des fois. Donc, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du fait que la façon dont on utilise les mots a une influence sur notre réalité. Puis souvent, j'aime dire, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai lu ça dans un texte à un moment donné, les mots créent des mondes. Words create worlds. Puis c'est vrai. La manière qu'on parle, tu sais, quand on dit que les gens, c'est des ressources, là, OK, on va voir c'est quoi ressource. C'est quelque chose dont on extrait la valeur puis qu'on exploite. Moi, ça ne me plaît pas de me faire traiter de ressources. Tu comprends-tu? Même si ce n'est pas méchant. Tu comprends-tu? Ça donne une idée de à quel point le traditionnalisme puis le taylorisme est encore ancré dans les entreprises quand on entend ça. Tu sais. Puis c'est pas juste, j'ai arrêté de grimper d'un rideau avec ça, je prends la peine de l'expliquer. Hein? Mais puis ça, c'est venu aussi d'un patron qui m'a chicané quand j'ai utilisé ressources parce que c'est ce que j'étais habitué d'utiliser. Fait que j'ai été sensibilisé à briser cette règle-là par quelqu'un qui la brisait. Tu vois? Un effet d'entraînement, ça fait ça. Fait que quand je dis que les mots créent des mondes, ben j'ai vu plusieurs choses, moi, avec mon intérêt pour la langue. Par exemple, les néologismes, c'en est souvent. C'est rare qu'on invente un mot pour le plaisir. Souvent, c'est pour aller avec le nom de quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, on voulait parler que nous, au Québec, on est très, très fort dans le domaine de l'informatique, entre autres, pour créer des néologismes. Courriel, ça vient d'ici. Des rustines pour dire des patchs, ça vient d'ici. Oui, le pourriel, ça, c'en est un. Téléversé. Téléversé, oui, c'est vrai. Téléchargé. De upload. Oui. Téléchargé pour download. Fait que ça, c'était des néologismes qu'elle a avec de l'innovation. Mais voyons voir comment on a la tendance ici au Québec à reformer des mots pour refléter notre réalité. Par exemple, un exemple qui a fait beaucoup parler dans certains groupes de gens qui s'intéressent à la langue, dont je fais partie. C'était autrefois le groupe qui s'appelait la Fédération des professionnels et professionnels salariés et des cadres du Québec. On s'entend, c'est long à dire, tu t'enfermes dedans en le disant. Puis le mot professionnel, qui est là au féminin et au masculin, se retrouve deux fois. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un néologisme pour inclure hommes et femmes dans le même mot. Fait que c'est maintenant la Fédération des professionnels, mais écrit P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-N-E-L-E-S. Donc, au lieu d'avoir deux L, on a mis un accent avec LES, qui est simplement en dictant, si on va voir dans Wikipédia, OK, sur la page sur le groupe, c'est un néologisme qui se veut inclusif pour éviter à répéter des mots qui sont inutiles à répéter parce qu'ils veulent dire la même chose. Exact. Ah, mais j'aime ça, j'adore ça, même que je trouve que c'est mieux ça, inventer un nouveau mot, puis c'est comme ça que la langue évolue, hein? La langue, elle est vivante. Mais inventer un nouveau mot, je trouve que c'est mieux que de mettre, des fois dans certains textes, on va mettre, mettons, E-U-R pour le masculin, point R-E pour inclure le féminin. C'est correct, mais je trouve que c'est moins beau dans le texte. Je préfère inventer un nouveau mot comme ça. Mais tu sais, si le mot féminin existe déjà, on peut l'utiliser, mais moi, ce que j'aime, c'est quand il n'existe pas et que généralement, on ne l'utilise pas, mais qu'on décide de le créer. Tu sais, un exemple qui est souvent donné, c'est par exemple, en France, je crois qu'on dit encore Madame le maire pour quelqu'un qui est élu à la tête d'une municipalité. Ben, nous, ça fait un bon moment au Québec qu'on dit Madame la mairesse. On a de plus en plus de femmes, spécialement depuis les dernières élections. On a eu, je pense, jamais eu autant de femmes à la tête de municipalités. Donc, il y a beaucoup plus de mairesses au Québec depuis le novembre dernier. Et ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Tu disais tout à l'heure, on parlait d'autobus, hein, chauffeur, chauffeuse. Oui, en fait, ça n'existe pas le féminin de chauffeur officiellement dans la langue française en France. Je pense que c'est accepté au Québec, chauffeur RE. Non, en fait, sur le Larousse, chauffeuse existe, mais on ne parle pas de quelqu'un qui chauffe des autobus. On parle de quelqu'un qui chauffe des fournaises. Ah oui. Et si tu regardes pour autobus, c'est chauffeur, au masculin seulement.
le grand dictionnaire québécois, lui, dit qu'on peut dire chauffeur et chauffeuse au Québec pour représenter la profession de quelqu'un qui chauffe un autobus. Et tu vois, donc, c'est ça. En utilisant ça, ben, non seulement on les fait exister, les chauffeuses d'autobus, mais ça en dit aussi sur notre mentalité. C'est mieux que de dire Madame le chauffeur. Ben, c'est ça. Il y a d'autres mots aussi qu'on peut dire, on en connaît beaucoup là, depuis quelques années, on entend beaucoup un auteur, une autrice. Oui. Puis, je vais être honnête, c'est pas tout le temps agréable à l'oreille, mais je suis content que ça soit là quand même. Autrice, je trouve ça. C'est parce qu'on n'est pas habitué, hein? On s'y fait à la longue, à un moment donné, ça ne dérange plus. Exactement. Je pense que c'est au fil du temps, puis au fil des générations, ça va devenir normal. Ouais. On disait un petit peu plus tôt en introduction que souvent, briser des règles, ce n'est pas nécessairement des règles qui sont officielles et écrites et qu'on peut trouver quelque part, hein, des règlements municipaux, par exemple, etc. Mais l'idée étant, la majorité des gens ne font pas quelque chose parce qu'ils ne sentent pas le droit ou que c'est possible de le faire. Et en tant que pirate, hein, avec notre valeur qui dit la fortune sourit aux audacieux, ben, il faut oser si on veut essayer quelque chose. En fait, vous avez peut-être déjà entendu Wayne Gretzky, le joueur de hockey, hein, un des plus prolifiques de l'histoire en Amérique du Nord, qui disait You miss 100% of the shots you don't take. Donc, chaque tir que tu ne lances pas, c'est sûr que tu manques. Fait que si tu n'essayes pas, bref, c'est garanti que tu échoues. Si tu essayes, c'est pas garanti. Il y a une chance que tu n'échoues pas. Hein? Fait que je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis rendu compte, malgré moi, en fait, parce que je m'attendais à absolument rien, que ça vaut franchement la peine de s'adresser à des représentants, par exemple, de la ville. Quand j'étais à Montréal, j'ai vu des trucs qui n'avaient aucun bon sens, des bancs de neige hein, qui étaient poussés par des neigeuses sur les trottoirs et les enfants devaient contourner le banc de neige dans la rue qui était très passante, des enfants de 6-7 ans. Là. Okay? Et moi qui appelle le 311, hein, c'est la ligne directe pour appeler la municipalité à Montréal, je laisse un message parce que c'était fermé. Puis, on me rappelle dans l'après-midi pour me demander à quelle intersection, est-ce que c'est nord, sud, est, ouest? Puis, on envoie quelqu'un immédiatement. Là. Ben oui, wow. Ben, ils sont là pour ça. Ben ils sont là pour ça, mais on n'ose pas le faire. On n'ose pas appeler. On pense que peut-être quelqu'un d'autre va le faire. Puis ça me fait penser à un autre exemple. J'étais en coaching dans une organisation il y a plusieurs années, puis à un moment donné, on imprime des choses, puis l'imprimante, ça bavait, puis ça faisait des lignes sur le papier, puis personne ne faisait rien. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, il y a un numéro de téléphone sur l'imprimante. Ben oui, il y a une organisation qui est sous-traitée par la corporation dans laquelle je travaillais pour s'occuper des imprimantes. Fait que moi, comme consultant, je me suis dit, je vais essayer quelque chose. J'ai appelé, j'ai donné le numéro de l'imprimante, puis le lendemain, ils ont envoyé un technicien qui est venu arranger, il a changé le drum ou les cartouches d'encre, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a fait, mais il a réglé le problème. Là, j'en ai parlé à un des directeurs, puis il a dit, « Wow, je pensais que quelqu'un d'autre s'occupait de ça. » Ben, tu sais, tu vois, là, ça, c'est une des résultantes directes de « c'est pas ma job ». Mais si tout le monde dit ça, il peut bien rien se passer. Fait qu'il faut juste que quelqu'un décide de le faire. C'est super bon. Tu sais, pour en revenir aux politiciens, moi, quand je me suis rendu compte que quand j'écrivais à la ville, parce que je n'appelais pas tout le temps, des fois, tu peux envoyer un message par écrit, j'avais des chargés de projet qui me rappelaient. Des fois, c'était juste pour OK, on comprend, voici pourquoi c'est comme ça. Mais maintenant que je comprenais, je me dis OK, c'est même plus un problème, ça a bien de l'allure. Tu sais, j'avais un chauffeur d'autobus que je prenais qui arrêtait au McDonald's pendant 10 minutes le matin. Puis j'étais comme, il abuse-tu? Il revient des fois avec le journal, tu sais. Puis écoute, ils m'ont juste expliqué, c'est sa pause pipi, puis on s'est entendu qu'ils peuvent aller au McDonald's, puis c'est correct. J'aurais juste aimé ça qu'ils nous le disent. Il a le droit de nous le dire. Ben, tu sais, il m'a expliqué très bien, puis je trouvais que ça a du sens, puis je respectais ça à partir de ce moment-là, tu sais. Fait que j'ai commencé à oser parler à des gens. Puis quand il y a eu les élections municipales en novembre dernier au Québec, parce que toutes les élections municipales sont en même temps au Québec, ben, j'ai contacté ma représentante dans mon district, ici à Longueuil, puis je suis allé prendre une marche de 2 heures avec. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse. Mais je veux dire, elle était en campagne électorale, elle avait intérêt à le faire. Tu sais. Mais je veux dire, elle avait déjà mon vote, là. Je n'avais pas besoin qu'elle me convainque de quoi que ce soit.
Mais pendant 2 heures, elle m'a écouté, puis j'ai eu son oreille attentive. Et depuis ce temps-là, je te dirais que depuis 2 ou 3 mois, je suis en discussion constante avec elle pour essayer d'aider des gens que je vois sur des groupes qui ont des difficultés avec un règlement, etc. Puis je commence à les sensibiliser aussi, tu sais, allez parler à vos représentants. Évidemment, ça dépend de qui est à la tête de la ville. Il y en a peut-être qui s'en foutent. Mais vous ne le saurez pas si vous n'essayez pas. Hein? Exact. Puis les politiciens sont là pour nous représenter. Hein? Ouais. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Ils doivent parler aux citoyens pour comprendre c'est quoi les enjeux que leurs Ouais. citoyens dans leur comté vivent. Sinon, ben, c'est comme ça qu'on a des politiciens qui prennent des décisions qui ne font pas l'affaire de personne. Ouais. Je vais vous donner un exemple pourquoi je parlais d'ailleurs à cette dame-là qui est la représentante de notre district. C'est que je ne sais pas si tu connais le mouvement Mai sans tondeuse, Pierre. Ça me dit quelque chose. Ouais, en anglais, ça s'appelle No Mow May. Fait en gros, c'est des gens pour aider les insectes butineurs qui Oui. ne tondent pas leur pelouse pendant le mois de mai. Comme ça, les fleurs peuvent fleurir, ça aide les insectes butineurs. Puis si tu as des pissenlits, des choses comme ça, une fois qu'ils commencent à s'éventer, là, tu peux tondre ta pelouse, tu ne nuis plus aux butineurs. Ben moi, l'an passé, j'ai fait ça. Et le 14 mai, je reçois une lettre de la ville m'indiquant que mon gazon est nuisible. Mm. Il faut le tondre. Et là, cette année, je voulais le refaire et je me suis dit, je vais écrire à la représentante de mon district, là, de mon quartier. Et je lui demande, est-ce qu'il y a un règlement qui empêche les gens de faire le no mow May? Parce qu'il me semble que la gang que vous êtes à la tête de la ville, vous êtes assez jeunes et progressistes. Je serais surpris que vous voudriez empêcher que les gens aident la survie des abeilles. Là. Tu comprends? Elle dit, ben non, effectivement. Elle dit, j'ai 3, 4 conseillères qui travaillent avec moi qui le font chez eux parce qu'elle, je pense qu'elle est en appartement et elle n'a pas de terrain. Puis, elle dit, c'est vraiment bizarre, en fait, parce qu'on a essayé de trouver le règlement ensemble. On a fini par le trouver. C'est un règlement qui est hyper flou, qui dit que le gazon ou les mauvaises herbes peuvent être nuisibles s'ils sont trop longs, puis il faut les couper. Je lui dis, OK, comment t'appliques ça? Elle dit, je vais creuser. Elle me revient quelques jours après. En creusant, elle a découvert que c'est 30 cm. Même si ton gazon est 30 cm, tout d'un coup, c'est plus du gazon, c'est de la nuisance. Ah. Fait que là, elle se rend compte qu'en tant que représentante municipale, elle ne peut pas forcer l'administration ou l'école bleue à ne pas appliquer le règlement. Elle est obligée de le changer. Oui. Et là, elle me dit, en toute transparence, c'est pas prévu qu'il change pour l'instant, il n'y a pas de changement prévu, mais je me penche sur le dossier. Puis elle me tient au courant depuis, là, on a des discussions là-dessus. Très intéressant. Donc, tu sais, surtout si c'est pour quelque chose qui a une valeur pour la société. Là. Je veux dire, il y a vraiment quelqu'un qui veut que les abeilles meurent. Puis est-ce que mon gazon ou la beauté de mon gazon est plus importante que les abeilles? Honnête. Donc, ce débat-là, ça peut être un débat, mais en ce moment, il y a quelqu'un qui se penche là-dessus parce que j'ai ouvert le dossier, essentiellement. Oui. Bien, puis souvent, ce genre de règlement stupide-là, ça se peut même que les autorités regardent ailleurs et laissent aller parce qu'eux-mêmes considèrent que c'est un règlement stupide. Il y a même certaines municipalités au Québec qui c'est devenu un règlement de ne pas couper le gazon durant au printemps, justement pour aider les abeilles. Oui. Ben, en fait, ça serait bien. Moi, on m'a confirmé que. On m'a confirmé. Plusieurs personnes m'ont dit, tu sais, il n'y a pas une police du gazon. Là. Mais si un voisin fait une plainte, ils vont te faire une petite note, un avertissement. Donc, ça veut dire que quelqu'un a fait une plainte. Exactement. Ben, c'est souvent ça. Il y a quelqu'un, ça le dérange, il connaît, il sait que le règlement existe et fait une plainte pour te nuire à toi. Donc, ça, c'est dommage, mais il y a des gens comme ça. Ouais. Souvent, des fois, on essaie de briser les règles parce que la bureaucratie est paralysante. Tu avais un bel exemple de ça, Pierre, avec des histoires de subventions que tu avais faites. Oui. Ben, comme tu sais, je suis entrepreneur, mais ça fait un certain temps que j'ai débuté ma carrière d'entrepreneur quand j'ai fondé ma première entreprise en 2003. Donc, j'étais jeune, début vingtaine. Et à l'époque, ben, j'avais droit à certaines subventions dues à mon âge. Donc, j'ai demandé une première subvention. Puis là, à un moment donné, je suis tombé sur une deuxième subvention.
Et j'ai décidé de la demander, mais dans le règlement, dans le formulaire, ça disait que je n'avais pas le droit d'obtenir 2 subventions en même temps parce que c'était des programmes connexes. Mhm. J'ai quand même envoyé la demande. Et là, en fait, je me suis dit, si la première est refusée, bon, moi, j'ai une chance pour la deuxième. Ouais. Et là, j'ai été accepté sur les 2 subventions. Sauf que là, quand j'ai reçu la lettre pour la deuxième subvention, ce que j'ai fait, ça qui était moins favorable, on va dire, là, qui avait le moins d'avantages, j'ai appelé et j'ai dit, ah, je suis désolé, j'ai reçu votre lettre, mais je vais devoir refuser votre subvention parce que j'en ai déjà une autre. Et là, la dame fâchée dit, mais là, vous n'avez pas le droit à avoir 2 subventions. Je sais, c'est pour ça que je vous appelle. Je ne vais pas pouvoir prendre votre deuxième subvention. Et là, ben, on a eu une conversation, mais le règlement était clair. On n'a pas le droit d'avoir 2 subventions, mais il n'y a rien dans les formulaires qui disait qu'on n'a pas le droit de demander 2 subventions. Donc, moi, j'ai suivi le règlement, j'ai suivi l'intention du règlement qui n'est pas le droit d'avoir 2 subventions, mais il n'y a rien qui m'empêchait de faire la demande. Et en fait, c'est 2 départements, donc ils ne savaient pas que j'avais fait 2 demandes à la base. Donc, moi, j'ai eu aucune conséquence, mais peut-être que après coup, je ne sais pas, mais ils ont peut-être révisé leur documentation là, pour empêcher les gens de faire 2 demandes. La bureaucratie a tendance à faire ça, Pierre. Parlant de bureaucratie. Comment? Malheureusement, oui, effectivement, la bureaucratie va pousser les règlements à l'extrême. On va s'assurer qu'il n'y a aucune exception qui passe. Parlant de bureaucratie, écoute, on a demandé aussi des exemples à notre réseau. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel genre de petites règles vous brisez là, qui n'est pas dangereuse puis qui vous donne un avantage? On a eu des pas pires exemples. Un développeur dans notre réseau qui dit, moi, j'ai déjà demandé à un moment donné, je peux-tu automatiser cette affaire-là? C'est un développeur. Hein? Ils ont tendance à vouloir automatiser les choses. On dit souvent qu'un bon développeur est un développeur paresseux. Hein? Fait que tu automatises. Donc, il s'est fait dire non, ça ne vaut pas la peine. Mais c'est parce que c'est lui qui le faisait le travail. Lui, il savait que ça valait la peine. Tu sais quoi, il l'a fait quand même, puis il ne l'a pas dit. C'est pas un gros sac de piraterie, mais lui, ça lui a permis d'être plus productif. Hein? Quand tu es plus productif, bien, généralement, les boss sont contents qu'il a fait pareil. Pas demandé la permission. En fait, il l'a demandé, il a fait pareil. C'est une bonne façon de briser les règles. Parfois, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Ça, je suis d'accord. En fait, à cette personne-là, j'espère que tu continues d'automatiser avant même de demander la permission, que tu fais juste les informer. C'est comme ça qu'on montre qu'on a fait notre job et qu'on a l'initiative. Tu en avais un autre exemple, toi, par rapport à quelqu'un qui avait un petit bébé. Oui. Ben, peut-être que vous êtes au courant d'une entreprise qui est dirigée par Richard Sheridan aux États-Unis qui s'appelle Menlo Innovation. Donc, Richard, j'ai eu la chance de le rencontrer dans un Agile Tour il y a quelques années, un homme extraordinaire. Puis lui, il a décidé de créer une organisation, une entreprise où les gens sont heureux. Et il a écrit même le livre Joy Inc., si jamais une petite référence, une petite lecture intéressante pour vous. Mais je vous raconte une anecdote de qu'est-ce qu'il a fait. C'est que dans cette intention de créer un environnement où les gens sont heureux, il y a certaines règles sociales qu'il a brisées. Un très bon exemple. Un jour, une de ses employés vient le voir et lui dit, écoute, moi, j'aimerais ça revenir travailler pour toi, mais elle est en congé maternité. Mon bébé a seulement 3 mois et je ne trouve pas de gardienne. Et donc, il y avait un petit démon sur l'épaule qui disait ah non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Puis un petit ange qui lui disait et qui lui a fait dire emmène-le ton bébé au travail. La dame, surprise, lui dit mais t'es sûr, mais qu'est-ce que je vais faire s'il se met à pleurer? Richard lui a dit je te fais confiance, t'es sa mère, tu vas faire ce qu'il faut. Oui, et donc, à partir de ce moment-là, cette dame a amené son bébé et a pu recommencer le travail. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'organisation, tous les employés se sont mis à s'occuper du bébé. Et donc, c'est devenu un peu une communauté qui a élevé les enfants. Et là, ça fait plusieurs enfants qui font comme ça. Ils doivent être rendus à probablement une dizaine ou une douzaine d'enfants élevés par la communauté de l'organisation.
Et là, on va s'entendre, là, OK? Il y a faire des choix comme ça pour que les gens puissent mieux vivre, puis il y a faire les choix comme ça pour profiter. Hein? Hey, Oui. non, va pas en maternité. Amenez tout votre bébé. Hein? Je veux pouvoir continuer à vous utiliser. Fait que l'intention derrière est aussi importante que ce qu'on fait puis comment on brise la règle. Hein? Oui, exact. Puis, tu sais, on s'entend, aux États-Unis, les congés de maternité sont souvent beaucoup plus courts que, par exemple, au Canada ou dans d'autres pays en Europe. Et c'est dommage, mais face à cette réalité-là sociale aux États-Unis, ben, eux autres, ils ont décidé de faire les choses autrement. C'est sûr que dans un monde idéal, on a un congé de maternité beaucoup plus long. Oui, ben oui, bien sûr. Puis en fait, tu vois, les pays qui ont décidé d'aller chercher des congés de maternité plus longs ont brisé certaines règles aussi. Ils voulaient mieux vivre, ils ont créé des nouvelles règles. Hein? C'est comme ça qu'on se ramasse avec des sociétés plus progressistes. Pierre, on est rendu aux 4 trucs. Hein? Comment briser des règles sans trop se ramasser dans le trouble. Parce que oui, il y a des manières de le faire. Hein? Donc, on ne vous conseille pas de vous mettre dans le trouble, essentiellement. Fait 4 règles pour réussir ça. La première, c'est, faites-le pas tout seul. C'est dangereux de se peinturer une cible sur le dos. Hein? Donc, si on s'entoure des gens qui souffrent de la même façon que nous, qui ont un intérêt à aller chercher les avantages de la nouvelle règle, on n'oublie pas, si on brise des règles, c'est pour en proposer une meilleure. Hein? Fait en dispersant le risque parmi plusieurs personnes, c'est moins risqué. C'est un petit peu comme les entreprises hein, qui partagent des risques là, en faisant un projet ensemble. C'est la même chose. Exactement. Puis si vous le faites seul, puis ça dérange, s'il y a un directeur ou un VP ou peu importe qui se sent, ça se peut que la personne se sente menacée par votre intention de changer. Donc, si vous le faites seul, les risques sont que vous vous faites remercier. Alors que si vous le faites en groupe, c'est plus difficile pour un dirigeant de dire je vais remercier tout le monde en même temps. Le deuxième truc, c'est avant de faire un gros changement, une grosse brisure de règles qui est drastique, puis de vous peinturer une cible dans le dos, hein, comme on disait dans l'exemple précédent, faites une petite expérience discrète, puis le moins risqué possible, sans demander la permission, juste pour voir si ça marche. Ce qui est important, là, c'est que vous allez récolter des données pour pouvoir démontrer que ça marche, en fait. Parce que juste dire « j'essaye quelque chose, puis je ne peux pas prouver que c'est une bonne idée », ça ne va pas vous amener nulle part. Mais si vous avez des données, il faut mesurer ce que vous faites, si vous avez des données qui démontrent que les résultats sont meilleurs, vous pouvez aller après ça vous monter un petit business case là, pour vendre cette idée-là. Ben oui, surtout actuellement, dans notre période où c'est difficile de recruter, les gens sont il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines. Et donc, si vous, par exemple, démontrez qu'un règlement a fait en sorte que certaines personnes ont quitté l'organisation, mais ça veut dire que ça a coûté cher à l'organisation parce que embaucher quelqu'un, le former, c'est coûteux. Et donc, si vous prouvez que certaines personnes ont quitté à cause de ça, puis qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être l'intention de quitter à cause de ça, bien là, vous démontrez qu'il y a un risque pour l'organisation et donc, ça serait peut-être plus payant de changer le règlement que de le conserver. Et vous pouvez même proposer de contribuer à la création de ce nouveau règlement-là, de le co-créer. Plus il y a des gens inclus, plus ça va être une nouvelle règle qui va être intéressante pour ceux qui vivent avec. Hein? Le troisième truc, c'est si vous trouvez qu'une règle est tellement absurde que son application rend votre propre vie absurde, essayez de voir, c'est-tu possible de suivre le règlement d'une façon tellement exagérée que son absurdité va juste être badigeonnée d'en face à tout le monde? Parce que si c'est le cas, ça se peut que les règles changent. Hein? On voit l'exemple des chauffeurs d'autobus à Nantes qui ont dit le règlement ne dit pas que les jupes, c'est pour les femmes ou les hommes, donc on va porter les jupes. Ça met l'accent sur le ridicule de cette règle-là. Hein? Et ça fait en sorte de changer les choses. Oui, exactement. Puis en même temps, c'est une façon de devenir impossible à ignorer. Oui, absolument. Oui, des hommes qui portent des jupes, ça se remarque. Moins de nos jours, je te dirais. Moins de nos jours. Puis c'est une bonne chose. Le dernier truc, c'est bien souvent des règles sont là avec la meilleure intention du monde. Mais la bureaucratie fait en sorte que
le règlement augmente et ne suit, mais en fait, ne sert plus l'intention originale. Et souvent, nous, pauvres profanes, ne connaissons pas l'intention originale. Ça vaut la peine de creuser un petit peu. Pourquoi on suit cette règle-là? Hein? Puis, est-ce que la manière qu'on l'applique favorise l'intention originale? Le meilleur exemple que j'ai, c'est la fois où j'étais gestionnaire, Pierre, puis il fallait remplir des feuilles de temps, puis ça me prenait 5 heures par semaine à prouver les feuilles de temps de mon monde parce qu'on n'avait pas un horaire qui était fixe. Hein, on faisait des fois 38, des fois 42 heures. Puis dès que ce n'était pas 40 heures, je ne pouvais pas l'approuver. Il fallait que je l'envoie à d'autres qui me le renvoient. Et là, j'approuvais, ça me prenait des heures. Donc là, on s'est posé la question, pourquoi on remplit des feuilles de temps? Et puis, parce que, tu sais, spécialement que tout le monde travaillait sur le même produit, là, je veux dire, il n'y avait pas comme 17 clients différents, là. On était tous payés par la même source. Donc, on appelle les RH, puis ils nous ont dit, c'est pour savoir c'est quand les vacances puis les congés. Ah! On peut-tu loguer juste nos vacances puis nos congés? Oui, merci, bonsoir. Exactement. C'est important de comprendre l'intention derrière la règle. Puis, je pense que c'est la seule façon de soit les accepter si ça fait du sens, même si peut-être ça nous ralentit dans notre travail, mais surtout de les challenger si on se rend compte que parfois même le règlement va à l'encontre de sa propre intention. Oui. Tu sais, comprendre pourquoi on fait les choses, c'est mauditement important. Exactement. Et c'est ce qui manque beaucoup dans la bureaucratie, je pense. Hein? On applique le processus sans poser de questions. Trust the process. Hein? C'est ça qui fait de nous des bons employés obéissants. Fait que oui, Pierre, comprenons pourquoi on fait les choses, c'est important. Hey Pierre, c'était ton premier épisode. Comment t'as aimé ça? Ben, c'était super. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, tu sais, je veux juste préciser que je ne pourrai jamais remplacer Maurice. Je pourrai seulement réchauffer sa chaise pendant qu'il se remet de sa maladie. Il va falloir que tu cries plus fort et que tu montes plus dedans. ce qui n'est pas dans ta nature, Pierre. On te connaît. On t'aime bien pour ça. Écoute, Pierre, merci de t'être habillé, de t'être fait pousser la barbe pour cet épisode. Puis, on ne sait pas quand est-ce que Maurice va revenir. On espère qu'il va se reposer comme il faut. Donc, d'ici là, Pierre, merci beaucoup. Et les pirates, si vous avez aimé, hein, si vous voulez que Pierre revienne, là, allez faire like sur l'épisode puis abonnez-vous. Il y a encore juste la moitié qui n'ose pas s'abonner. Hein? Il y a la moitié du monde qui nous écoute qui ne sont pas abonnés. Quoi cette affaire-là? Les pirates, à la prochaine. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Bonne journée, les pirates. À l'abordage! À l'abordage! Ah!